bienvenue Lockwood qui se transforme le temps d'une semaine en une très belle galerie des blends. Je suis Salvatore Manino, grand ambassadeur à la Maison du Whisky, et je vais être votre guide sur ce petit parcours historique, puisque c'est vraiment un bond dans le temps que l'on fait. Les blends, qu'est-ce que c'est? Ce sont des whiskies d'assemblage. On entend par là des whiskies de différentes distilleries et qui vont produire des whiskies de différents grains, puisqu'on fait du whisky avec de l'orge, avec du blé, du maïs, et donc chaque distillat produit à partir du mou de ces différentes céréales, en les assemblant, vont donner les fameux blends. Blend, c'est le mélange, hein, ou le vatted. Comment a commencé l'histoire de blend? Eh bien, en fait, elle a commencé au début du 19e siècle. Le single malt en tant que tel, ou le whisky tel qu'il était bu, était quelque chose d'assez coriace, d'assez rugueux. Donc il fallait trouver absolument le moyen d'adoucir tout cela. Et en 1830, un monsieur a une idée de génie, Heinz Coffey, a créé un alambic qu'on appelle l'alambic à colonne. C'est un Irlandais. Hein. Alors la petite anecdote, c'est que Irlandais d'origine, il a proposé son invention au distillateur irlandais qui était très très traditionnaliste. Et voyez là un moyen d'annuler la tradition, et donc on refusait, on déclinait son offre sur cet alambic révolutionnaire. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'à cela ne tienne, il est parti en Écosse, et en Écosse, par contre, il a eu un accueil favorable. Les Écossais ont vite compris quel était l'avantage de cet alambic qui permettait de produire à moindre coût et de manière continue. Et en 1834, on installe le premier alambic à colonne en Écosse. 1850-53, on commence à établir, en 1823, on établit les règles qui vont donner les bases du whisky, de l'industrie du whisky moderne. Et en 1853, un certain monsieur Usher, Andrew Usher, va être, on peut considérer que c'est le père de l'assemblage, va créer son premier All Vatted Glenlivet Whisky. Alors, on n'était pas encore les blends sur les différents grains, on était sur vraiment uniquement du malt, ce qu'aujourd'hui on appellera un blended malt. Et pourquoi le Glenlivet? Parce que c'était tout simplement un agent de la maison Glenlivet. Et il a eu cette idée pour assurer la constance de qualité de ces whiskies qu'il achetait, qu'il proposait, et bien de les assembler pour avoir un rendu, un volume plus important et une constance de qualité dans la qualité. Ensuite, beaucoup de monde, parmi les plus grands noms aujourd'hui connus parmi les blends, les grandes maisons de blends, ont également eu cette idée d'assemblage. Donc il s'agissait d'assembler des whiskies de différentes natures pour les rendre plus buvables, plus harmonieux et à portée de tous. Tous les assembleurs, le point commun qu'ils ont eu, c'est que c'était au départ des épiciers, des marchands de vin et de spiritueux, et qui achetaient les whiskies, les stockaient, les faisaient vieillir, et en fait, avec l'idée de l'assemblage maison, pour avoir quelque chose que l'autre n'avait pas, ont commencé à créer dans leur cave ces fameux blends. Ici, nous sommes chez Dewards. Dewards est une très très vieille maison. Alors, toutes ces maisons-là sont familiales, ont été reprises de père en fils, et Dewards, c'est génial, parce qu'ils ont eu des coups de génie, notamment l'un des fils du fondateur, sur les idées marketing. Lors d'une foire de l'agriculture, il a eu l'idée de faire venir pour un joueur de cornemuse pour attirer le chaland, si je puis dire, et présenter son whisky. D'ailleurs, le joueur de cornemuse, on va le retrouver pendant longtemps comme symbole de la marque. Ça a été aussi la caisse de whisky écossais envoyée au président des États-Unis qui avait créé un scandale. Comment le président des États-Unis va boire autre chose que du whisky américain? Et bien en fait, la presse s'est insurgée, mais ça a été un sacré coup de publicité pour Dewards, qui est devenu tout de suite une des marques les plus consommées aux États-Unis. Là, on est encore sur une autre grande maison, Ballantine's. Là encore, toujours de père en fils. Une maison qui a été reconnue, qui a ce qu'on appelle le Royal Warrant, qui a un peu une consécration suprême qui a été donnée par la reine Victoria. Tout le monde connaît la bouteille carrée, rectangulaire plutôt, des classiques de Ballantine's. Ballantine's a aussi été pionnier en ayant fait des assemblages de vieux whisky dans une période où on ne parlait que d'assemblage de jeunes whisky. Aujourd'hui encore, Ballantine's c'est l'une des références les plus connues mondialement et très traditionnelle, hein, respect de ses traditions. C'est long, ici on a un très beau florilège de ce que pouvaient être les blends par ces vieilles bouteilles qui datent du courant 20e siècle, début 20e siècle.
White Horse, avec le cheval blanc, qui est très très emblématique, Hague, ou également Bells, Cutty Sark, le fameux voilier contrebandier, Black and White. Toutes ces bouteilles eh bien, ont traversé le temps et sont encore plus aujourd'hui très reconnues par les amateurs de whisky. On continue évidemment, vous avez reconnu ce qu'on appelle le Striding Man de Johnny Walker. Alors Johnny Walker, le petit bonhomme qui marche tout le temps avec le petit dandy avec sa veste rouge, là aussi, grand coup de génie avec ce logo, là aussi on est en plein marketing. En 1908, on a créé le bonhomme qui dit toujours tant d'années mais toujours vigoureux, toujours keep going on, il avance toujours. Et puis c'est la fameuse bouteille carrée également. Là aussi, une invention de la deuxième partie du 19e siècle. Et il fallait y penser. Pourquoi la bouteille carrée? Parce que c'était très pratique, encore une fois, à stocker, à mettre en caisse. Donc on était là sur des gens qui produisaient de très beaux assemblages, qui produisent toujours de beaux assemblages, mais qui étaient des visionnaires, qui ont lancé l'ère moderne du marketing aujourd'hui, je crois, dans le monde du whisky. Un autre nom mondialement connu, parmi les plus connus, Chivas Regal, et là aussi quelque chose de très emblématique, la bouteille ronde, reconnaissable. Alors évidemment l'étiquette a beaucoup évolué. Chivas également, les frères Chivas ont ouvert une épicerie fine, marchand de thé, marchand de café, comme beaucoup encore une fois. Là encore, les couronnes royales se sont entichées de leurs produits et là encore le Royal Warrant, la reconnaissance suprême, a été attribuée à Chivas. Chivas aussi a été innovateur. On disait tout à l'heure, je disais, sur une période où on parlait de l'assemblage de jeunes whisky, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, alors que on assemblait des whiskies de quelques années, d'une dizaine d'années, une douzaine d'années, Chivas avait lancé un 25 ans d'âge. Aujourd'hui, on parle du 25 ans d'âge comme une bouteille prestigieuse, l'un des fleurons de la gamme, si ce n'est le fleuron de la gamme. On y avait déjà pensé au départ, et c'est le grand retour du 25 ans d'âge. Et puis, on est allé sur des embouteillages de plus en plus récents pour donner le 12 ans, qui est probablement l'un des whiskies les plus consommés dans le monde, mais à l'instar des autres grandes maisons que nous avons citées. Voilà. C'est ici que se termine ce petit voyage dans le temps et le monde des blends. Blend qui a été tantôt encensé, tantôt décrié. Non, il faut vraiment lui rendre ses lettres de noblesse, grand bien est-ce qu'il les a perdues, parce que grâce au blend, le monde entier a apprécié le whisky. Il faut savoir une chose, pour les amateurs de single malt qui le décrit souvent, sans blend, pas de single malt, puisque pas de distillerie. Sur ces mots, Slancheva, comme on dirait en Écosse.